Mesdames et messieurs, et vous les enfants, bienvenue dans une nouvelle édition de la face cachée des parcs. Et aujourd'hui, on est en direct, enfin en direct vite fait parce qu'on n'est pas vraiment en direct, mais enfin bref, vous avez compris, de Plopsaland de Panne. Mais on n'avait pas dit qu'on devait à Walibi Belgium? Si, mais en ce moment ils sont inondés, donc on n'a pas trop le choix. Et Plopsaland c'est bien aussi, allez viens. Ok, alors il faut savoir déjà que Plopsaland de Panne est parmi les meilleurs parcs d'attractions belges. Il fait partie des parcs du groupe Plopsa et est souvent considéré comme le Disneyland belge dans le sens où il regroupe beaucoup de personnages de dessins animés connus des enfants en Belgique. Donc même si je me doute qu'il y a pas mal de Français qui connaissent pas forcément Plopsaland, il est clairement pas à sous-estimer, surtout qu'il existe depuis pas mal de temps en soi. Pour la petite histoire, avant d'être le Plopsaland version 21e siècle qu'on connaît actuellement, le parc s'appelait Méliparc et date de 1935. Le parc avait pour thème les abeilles et avait pour but à la base d'ouvrir les visiteurs au monde de l'apiculture. Bon, très vite il s'est développé en parc de loisirs avec surtout des zones et attractions inspirées des légendes et contes de fées ainsi que des espaces avec des animaux. Malheureusement, malgré sa bonne réputation, Méliparc perd en fréquentation dans les années 90, surtout à cause de la tempête Darla en 90 qui provoque pas mal de dégâts et évidemment de l'arrivée d'Euro Disney en 92 qui fait de l'ombre à tous les parcs d'Europe. Du coup, en 99, Méliparc est revendu à parts égales à deux sociétés de production, Studio 100 qui produit surtout les programmes jeunesse et ça, que je vais pas me risquer à prononcer, qui possède entre autres la première chaîne de TV privée flamande. Et c'est comme ça que pour la saison 2000, Méliparc ouvre sous le nom de Plopsaland de Panne. Mais alors vous allez me dire pourquoi ce choix de nom? Parce que c'est vrai que d'emblée Plopsaland c'est pas hyper vendeur, c'est pas facile à dire, ça évoque pas grand chose. Et bien en fait, Plop fait référence à Kabouter Plop, aussi connu sous le nom de Lutin Plop, un personnage de dessin animé célèbre en Belgique. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on peut comparer Plopsaland à Disneyland dans le sens où c'est aussi géré par des studios qui produisent des programmes jeunesse et qui utilisent donc leur mascotte pour créer des thèmes attractifs. Pratiquement tous les personnages qu'on peut voir à Plopsaland appartiennent au Studio 100. D'ailleurs aujourd'hui leur mascotte principale semble être Maya l'abeille, on la trouve littéralement partout, y compris à des endroits sur le site un peu discutables. Genre j'aurais jamais pensé associer Maya l'abeille à une attaque terroriste, mais apparemment Plopsaland l'a fait, donc merci. Mais bref, prendre Maya l'abeille comme mascotte c'est plutôt malin parce que en plus d'être un dessin animé suffisamment iconique pour être reconnaissable par tout le monde, ça rappelle aussi ce qu'était Méliparc et son thème sur l'apiculture. Et ce n'est pas la seule fois où Plopsaland rend hommage à son prédécesseur. En 2018 par exemple, le parc avait organisé des week-ends spéciaux Méliparc avec des expositions, des anciennes décorations et autres vestiges. On peut aussi trouver une sorte de musée Méliparc là où se trouvait à l'époque la zone des contes de fées. De toute façon, il n'a jamais été question pour Plopsaland de faire oublier son passé. Il faut plus voir Plopsaland comme une continuité de Méliparc. D'ailleurs, la transition entre les deux parcs s'est faite de manière très progressive et ce n'est qu'en 2008 que Plopsaland achève réellement sa transformation avec la construction de l'entrée actuelle. C'est d'ailleurs par là qu'on va commencer notre visite. Comme vous le voyez, dès l'entrée du parc, on est royalement accueilli par 6 statues dorées de personnages emblématiques des studios 100, à savoir le fameux Plop, Samson, Pat le pirate, Boomba, Whoopi et Mega Mindy. En passant la porte, on arrive sur le Plopsa Boulevard, le Main Street qui mène ensuite aux autres zones du parc. Il y a du vent ici. Techniquement, le parc compte pas moins de 14 zones, qui sont les suivantes. Alors, la ferme de Big et Betsy, la forêt de Plop, la kermesse, Mayaland, le monde de Kaji, je sais pas comment ça se prononce, la place du village, la place du château, Wikiland, la zone Anubis, la zone Megamindy, la zone Pit Pirate, Plopsaqua de Panne, le château des princesses Princessia et la Heidi Zone. Après, le terme zone est vraiment à prendre avec des pincettes parce qu'il suffit d'avoir une attraction pour avoir une zone en fait. Surtout que le site les met même pas vraiment en avant les zones. Donc on va plutôt faire par attraction notable plutôt que de faire le parc par zone. Donc voilà, sachez juste qu'elles existent quoi. Alors niveau attraction, déjà faut savoir que quand Méliparc est devenu Plopsaland, de nombreuses attractions sont restées comme par exemple le parcours à pied des contes de fées, attraction la plus populaire de Méliparc à l'époque. Mais malheureusement la plupart d'entre elles ont su peu à peu laisser place aux nouveaux investissements et c'est ainsi que les contes de fées ont laissé place à Anubis The Ride. Peu d'attractions de l'époque de Méliparc sont encore bien présentes sur le parc en 2021. Et parmi ces survivors, on peut trouver le Kadri Roller Skater. Les quoi? Tu connais pas les Kadri? Non. Tu connais pas 10 000 louches balounen? Ah oui, ça fait... Mais non, moi je te parle pas de ça, je te parle de ping pam des louches balounen, ping pam des louches balounen. Tu connais pas? Genre personne connaît.
Ok, bon, faut que je fasse votre éducation là, ça va pas du tout. Tim dam deluge balloonen, tim dam deluge balloonen. Alors pour faire court, Kadri est un girl band formé en 98 et qui continue encore aujourd'hui d'avoir un succès de dingue aux Pays-Bas et en Flandre. C'est kitsch, les chorés se retiennent bien et il y a tout un storytelling autour des membres du groupe comme pour la K-pop. Je sais pas comment j'ai réussi à associer les mots K-pop et Kadri dans la même phrase, mais je l'ai fait, c'est un exploit en soi. Bref, suite à leur succès, il y a eu un dessin animé, des émissions télé dont une pour trouver les prochaines Kadri, je sais pas combien de films, décorés de qualité sur Just Dance, et étant donné que le groupe est produit par Studio 100, une place de choix à Plopsaland. Alors ce coaster n'a pas toujours eu les Kadri comme thème, faut du temps quand même pour devenir une légende. Il a été inauguré en 1991 à Melly Park, donc sous le nom de Roller Skater, et c'est quand même le tout premier coaster pour enfants de Vekoma, à qui l'on doit notre cher Goudurix, ainsi que le coaster mortel dans Destination Finale 3. Histoire de recontextualiser un petit peu quoi. À l'époque, il n'y avait pas franchement de thème et c'est qu'en 2008 qu'il est retravaillé pour reprendre l'univers de Wheezy et Whoopi, les personnages d'un dessin animé produit par Studio 100. Et c'est en 2018 que le coaster perd son thème Wheezy et Whoopi, qui n'était plus assez pertinent, pour devenir enfin le Kadri Roller Skater en hommage à la série du même nom. T'es prête? Alors, le Kadri Roller Skater, bah, c'est un petit Vekoma, donc un Vekoma pour les enfants. Donc c'est marrant parce qu'on retrouve quand même, on sent que c'est un Vekoma des années 80, la fin 80. Donc c'est pas tout confort, mais ça fait clairement moins mal à la tête que Goudurix, hein, forcément. Après, c'est juste un petit peu dommage que du coup la musique, on l'entend surtout dans la file d'attente et pas dans l'attraction. Ça aurait été vraiment encore plus cool si on avait les chansons à fond pendant qu'on fait l'attraction, un peu comme Rock'n'Roller Roller Coaster. Mais franchement, pour un coaster pour enfants, il est vraiment très sympathique. Et on enchaîne avec une autre attraction qui date techniquement de la période Melly Park mais qui a subi beaucoup de modifications depuis, j'ai nommé la forêt de Plop. Alors, la forêt de Plop est un parcours scénique en bateau qui nous plonge au cœur de l'univers du lutin Plop, à qui on doit le nom du parc, et a ouvert sous ce nom en 2000, en même temps donc que Plopsaland. Mais ses origines sont bien plus anciennes. En effet, il faut remonter à 1958 lors de l'Expo universelle de Bruxelles pour comprendre comment cette attraction a été conçue. Alors à la base, il s'agissait d'un parcours à pied thématisé autour du miel et des abeilles. De quoi? Ah non, pardon, c'est vrai que ça peut prêter un peu confusion. Je ne parle évidemment pas de la sitcom Le miel et les abeilles, mais du miel, virgule, et des abeilles. L'attraction, nommée La Ruche Merveilleuse, était plutôt révolutionnaire pour l'époque puisqu'elle utilisait la technique de lumière noire qui était alors assez exceptionnelle, à tel point que Walt Disney en personne, présent pour l'événement, aurait félicité l'architecte de l'attraction, Monsieur Wigman. L'attraction cartonne jusque dans les années 70 où les visiteurs commencent un peu à s'en lasser. C'est en voyant le succès des attractions Le Temple du Soleil à Walibi que Melly Park décide alors de réhabiliter leur Ruche Merveilleuse en une attraction du même type, à savoir un parcours scénique en bateau, dans la même lignée des Jungle Cruise et autres Pirates des Caraïbes. Après, le thème reste les abeilles, hein, faut pas déconner. Hein. Du coup, la nouvelle attraction rouvre en 79 sous le nom de Apirama, mais elle garde le concept de base de la Ruche Merveilleuse, à savoir la lumière noire, sauf qu'elle l'approfondit un peu plus. Enfin, quand Melly Park devient Plopsaland en 2000, l'attraction prend le thème du lutin Plop, et aujourd'hui l'attraction est toujours active, bien qu'il y ait des rumeurs qui disent qu'elle pourrait bientôt être supprimée ou réhabilitée. Ça serait un peu dommage vu que ça a l'air d'être une attraction assez iconique du parc, mais bon après peut-être que le lutin Plop ne parle plus vraiment aux jeunes générations, ce qui est un peu bête vu que c'est quand même juste le thème du parc, mais enfin bon. Est-ce que vous voulez une dernière petite attraction de l'époque Melly Park avant de passer à la suite? Alors on enchaîne avec le fameux Dino Splash. Le Dino Splash est l'une des quelques attractions d'eau de Plopsaland. Inaugurée en 89, elle marque l'entrée dans la cour des grands pour Melly Park, puisque c'est pour l'époque l'attraction de type bûche la plus haute et la plus rapide d'Europe, culminant à 20 mètres. À son ouverture, elle s'appelait juste Splash et avait pour thème notre bon roi Arthur. Quand Melly Park devient Plopsaland, Splash prend alors le thème du roi Samson, un héros du Studio 100. Vu que ça restait dans l'esprit Moyen-Âge, du coup il n'y avait pas trop besoin de modifier les décors. En 2007, elle perd le thème du roi Samson pour s'appeler de manière beaucoup plus sobre et modeste les troncs d'arbres, et enfin devenir Dino Splash avec un thème dinosaure du coup. Bah tiens, une attraction d'eau sur le thème des dinosaures. Oh bah c'est original ça. Mais bon allez, soyons pas mauvaise langue, allons tester. Oui, et toi? Oui. À la vilaine. Non, je suis pas mauvaise. Oui. Allez, nous sommes de fiers aventuriers. Alors notre avis c'est que c'est une excellente attraction de type bûche, c'est super bien thématisé, ça va quand même assez vite. On n'est pas trop mouillé à la fin mais bon vu le temps qu'il fait on n'était pas trop motivé à se faire mouiller de toute manière.
Le temps d'attente est très gérable et même les décors dans la file d'attente sont assez jolis parce que du coup il y a pas mal d'attractions qui se croisent et ça rend vraiment très beau. Donc je recommande vraiment cette attraction et c'est vraiment la preuve que surtout cette attraction de Petit Bûche, la thématisation est très importante parce que sinon c'est juste un truc qui monte et qui descend quoi. Là le fait qu'il y ait beaucoup de thématisation, du coup ça rend l'expérience beaucoup plus riche et c'est vachement sympa. Puisqu'on est sur le sujet des attractions aquatiques, passons à Super Splash, l'attraction qui mixe roller coaster et splash, fabriquée par nos chers Mack Rides de chez Europa Park. C'est du coup du même genre que Poseidon à Europa Park ou encore Krampus Expédition à Nigloland. Bon, là le souci c'est qu'il n'y a pas trop de thème, d'ailleurs le nom de l'attraction c'est aussi le nom du type d'attraction, hein. Super Splash, c'est comme si on appelait Osiris Montagne Russe inversée ou Goudurix Vekoma de l'enfer. Alors, comme vous pouvez le voir, on vient de tester Super Splash, donc ça super mouille, ça on est d'accord. Après, au niveau du thème, du coup c'est pas incroyable. Si vous voulez, le bateau monte d'un coup dans une sorte de tour avec des étoiles et tout de suite ça descend. Donc là, il n'y a même pas comme à Atlantica Super Splash à Europa Park, à un moment où par exemple il va un peu à l'envers et tout ça, là c'est vraiment ça monte et ça descend. Et j'avoue que comme c'est un Mack Ride, j'ai eu un léger coup de flip quand le bateau est monté. Je me suis dit putain, ça va être le truc qui va tourner en rond comme ça pendant des heures. Mais non, en fait ça monte d'un coup avec des décors et tout, donc ça va. Mais à part vous mouiller, c'est pas spécialement incroyable. Alors c'est vrai qu'à la base, Plopsaland c'est un parc plutôt familial, mais ça veut pas dire qu'il y a quand même quelques attractions à sensation. Déjà, on a Drac, la première vraie attraction à sensation du parc qui date de 2004 et qui serpente joliment à travers le Dino Splash. Alors c'est vrai qu'elle paye pas de mine comme ça, mais c'était quand même le plus gros investissement du parc à l'époque. Elle a surtout servi pour construire une vraie zone un peu Moyen-Âge avec l'ancienne version de Dino Splash. Et on passe au level supérieur avec des montagnes russes en bois de 2017, Heidi the Ride. Après, comment ils se sont dit qu'ils allaient faire des montagnes russes adaptées de Heidi, qui est genre le dessin animé le plus cute de l'univers, ça je sais pas. Mais en gros, en fait c'est comme si on dévalait les montagnes à traîneau avec Heidi. Et pour le coup, c'est vraiment super chou. On a vraiment l'impression de faire des bonds comme ça sur la montagne, des petits sauts de cabri comme dirait Emmanuel Macron. C'est vraiment super mignon. Et on enchaîne avec le fameux Anubis The Ride qui a ouvert en 2009 et qui se trouve là où il y avait avant la zone des contes de fées. Et il nous propulse mine de rien de 0 à 90 km/h en 2 secondes. On va s'arrêter où qu'il y a le boy. Ah, il arrive. Bah super, on voit rien. Pour info, elles sont inspirées de la série Nickelodeon House of Anubis qui raconte les aventures d'un groupe de jeunes qui résolvent des mystères un peu à la Scooby-Doo. J'avoue que je suis un peu déçue, je m'attendais à une sorte de train fantôme avec comme thème la mythologie égyptienne, mais bon, maintenant qu'on est là, dans la queue, autant aller jusqu'au bout. Hein. On est resté bloqué très longtemps dans la file d'attente à cause de l'orage. Heureusement que c'était sympa. Ah, on a eu le temps d'admirer les décors et tout, c'était plutôt cool, hein, surtout qu'on connaissait absolument rien à la série, donc on a plus appris cette série en 20 minutes que dans toute notre vie. Ok, alors on vient juste de faire Anubis The Ride et franchement c'était plutôt sympathique, c'est assez mignon je trouve malgré le départ qui est très rapide et le fait que ça garde à peu près cette vitesse pendant tout le truc. À part ça, il y a quand même des loopings et tout, mais je trouve que ça reste assez calme. Mais c'est sympa. Et on termine notre tour des attractions à sensations fortes avec le dernier arrivé de 2021. J'ai nommé The Ride to Happiness. Yes. Il n'a pas démarré, mais it makes you happy. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un Extreme Spinning Coaster, le tout premier d'Europe et un des seuls au monde. Vous voyez les coasters un peu comme Euromir à Europa Park ou Crush Coaster à Disney où ça tourne comme ça. Bah là c'est ça, mais en version extrême. Du coup, en plus de tourner sur toi-même, tu fais aussi des loopings. Donc c'est... comment expliquer? Oui.
Niveau thématisation, il a toujours été prévu que The Ride to Happiness devait avoir un thème steampunk, tout comme le tout premier Extreme Spinning Coaster au parc Silver Dollar City dans le Missouri, ce qui permettait de ne pas changer le style des wagons. Alors à la base, The Ride to Happiness devait se baser sur les stations de métro parisiens. Bon bah là ils auraient dû carrément trouver un autre nom que The Ride to Happiness parce que la ligne 13 ça m'inspire pas beaucoup de bonheur. Hein. Et au final, le parc a opté pour un thème basé sur Tomorrowland. Non, par contre je parle pas du tout du Land Tomorrowland dans les parcs Disney, mais bien du festival belge Tomorrowland. Et comme du coup c'est basé sur un festival de musique, la bande sonore est très importante. Et oui, en plus de tournoyer dans les airs, vous pourrez profiter de l'hymne de Tomorrowland composé par Monsieur Hans Zimmer, rien que ça, je vous laisse écouter. Ouais, ça nous met bien dans l'ambiance là, allez on y va. Ça va ? Alors, au niveau des avis, je pense que je vais laisser NJ vous expliquer. Wouh! Alors, pour l'avis de The Happiness, The Ride to Happiness, voilà, ça m'a mis le cerveau à l'envers, en vrai. Ça fait 5 minutes qu'on l'a terminé et franchement, c'est un truc de ouf. J'ai crié pendant tout le truc. Ça va super vite, t'as des airtime, t'as la tête à l'envers, ça tourne dans tous les sens, franchement ça te retourne le cerveau. C'est super pour les sensations, ça dure assez longtemps et franchement je pense qu'on ira peut-être le refaire un coup dans la journée, on verra. Mais il faut avoir le cœur bien accroché quand même. C'est plein de sensations, c'est génial, allez le faire. Et ben voilà, on a fait le tour des grosses attractions notables. À ça, on ajoutera un disco coaster qui est vraiment sympa, Vicky de Battle qui est ultra cool pour se mouiller, et des chaises volantes en hauteur aussi qui sont assez impressionnantes quand on les voit comme ça. Mais au final, à part son vertige, c'est plutôt calme. Niveau coup de cœur, on a beaucoup aimé The Ride to Happiness, le Heidi Coaster, enfin le Heidi the Ride aussi qui était vachement sympa, et le Dino Splash aussi qui avait une super thématisation. Bon, je crois qu'on a assez parlé des attractions, du coup... On peut faire une pause, j'ai faim. Ouais, ok, pas de soucis, je connais un super endroit, suis-moi. Le grill des pirates, super. Non, attends. Mais j'ai faim, je crois qu'on faisait une pause. Non, on a des trucs à dire sur le grill des pirates. Oh non. Si, c'était un stratagème de ma part pour te faire venir ici. On mangera après, t'inquiète pas, allez, après le travail. On ne pouvait pas passer à côté du grill des pirates étant donné qu'à la base il vient de Mirapolis. Et oui, le célèbre parc de la région parisienne qui a fermé en 91. Comme Mirapolis a fermé, Mellypark reprend ce restaurant en gardant le thème pirate et Plopsaland décide plus tard de le nommer le grill des pirates. C'est tout ? On est toujours content de voir des vestiges de Mirapolis, non ? Ouais, allez, c'est bon, t'inquiète, je t'emmène manger maintenant. Voilà, on s'est bien reposé, on a fait le tour du parc, maintenant on va passer aux astuces et secrets. Sachez déjà que Plopsaland est ouvert toute l'année, mais si vous voulez vraiment explorer le parc de fond en comble, venez plutôt en été, il est ouvert jusqu'à 22 h les mercredis et samedis. Plopsaland bénéficie également d'un parc aquatique Plopsaqua ainsi que de 2 hôtels qui sont assez chers, donc si vous avez un budget un peu serré, il y a aussi l'option des Formule 1 près de Dunkerque quoi. Si vous venez un jour où le parc est ouvert jusqu'à 22 h, vous aurez largement le temps de faire aussi le parc aquatique dans la même journée. De ce qu'on a pu constater, une journée suffit pour faire Plopsaland. Hors période Covid, il y a des animations et des maisons hantées pour Halloween aussi. Alors, grosse nouveauté bien pratique, il y a maintenant une application qui permet d'avoir une vision d'ensemble sur les temps d'attente et sur les horaires de spectacle. Oui, hors période Covid, normalement, il y a des spectacles, mais de ce qu'on a vu, ça reste pour les tout petits. Il n'y a pas de concert des quadrilles, par exemple. Pour éviter la queue, cette fois-ci on vous conseille de commencer plutôt par les attractions familiales comme la forêt de Plop car c'est vraiment là où il y aura du monde en journée. Les seules exceptions étant Heidi et Quadrille à faire donc le matin. Il faut savoir aussi que Plopsaland étant un parc très familial, voire orienté pour les tout petits, il n'y a pas beaucoup de monde aux attractions à sensations fortes. Il n'y a pas de coupe-fil, de fast-pass ou de single rider, mais les temps d'attente sont très gérables.
Profitez vraiment pour faire aussi les attractions pour enfants, comme l'attraction Wiki de Battle qui est bien sympa pour se rafraîchir, parce que si vous venez juste pour les 3 attractions associations, vous allez vite vous ennuyer. Il y a pas mal de choses à voir en dehors des attractions, comme les fermes pédagogiques par exemple, donc n'hésitez pas à y aller, c'est toujours sympa de voir des chèvres. Ah, faites attention, les attractions d'eau ouvrent à midi. Niveau dépenses, le parking est quand même à près de 13 € et les restaurants sont pas donnés non plus, surtout que c'est grosso modo que des fast-food. L'entrée plein tarif est à 41,50 €, mais il est possible de payer 10 € de moins si vous venez 3 heures avant la fermeture. Bon, c'est vrai que seulement 10 € de moins pour faire juste la soirée, ça fait quand même un peu cher la minute. Hein. Il est possible, si vous voulez, de prendre un abonnement parking sans forcément prendre le pass annuel. Honnêtement, je vois pas tellement l'utilité, mais bon, sachez que ça existe. Sinon, vous pouvez aussi faire vos gros rats et aller vous garer à la panne, ça vous fera économiser le parking. Sachez qu'il est possible de fêter votre anniversaire à Plopsaland. Enfin, d'avoir une formule anniversaire, parce que bien sûr, vous pouvez venir fêter votre anniversaire, mais vous n'aurez pas forcément une formule dans tous les parcs, alors que là, vous pouvez avoir une formule spéciale pour votre anniversaire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Niveau accès, le plus simple reste la voiture, il y en a pour à peu près 3 heures depuis Paris, donc en soi, si vous êtes motivé, l'aller-retour est possible dans la journée. Si vous êtes du côté de la Belgique, il y a une station de tram qui s'arrête à Plopsaland, et vous pouvez aussi venir en train, la gare de la Panne étant proche du parc. Vous pouvez même bénéficier d'une réduction si vous venez en train, à vérifier sur le site de la SNCB, la SNCF belge. Essayez un minimum de vous renseigner sur les personnages présents dans le parc, la visite sera beaucoup plus sympa si le thème vous est familier. Surtout si vous avez des enfants, essayez au moins d'avoir 2-3 bases comme de connaître le Lutin Plop, la série House of Anubis et bien sûr les quadrilles. Petite anecdote amusante, le 9 mai 71, un nordiste du nom de René Lawicki visite Melly Park et décide de voler une petite statue d'abeille en faisant promettre à sa famille de la rendre au parc le jour de sa mort. Et 44 ans plus tard, la famille de René tient cette promesse et c'est ainsi qu'en 2015, Plopsaland récupère la petite abeille. Elle est d'ailleurs exposée au musée Melly dans le parc. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer au bilan. Alors déjà, gros point positif, c'est la thématisation. La thématisation, que ce soit dans les allées ou dans les attractions, elle est vraiment ultra poussée. C'est vraiment soigné dans les moindres détails, c'est vraiment de la même qualité qu'un Disneyland, quoi. Et je trouve que du coup, ça vaut bien sa réputation de Disney belge. Pas vraiment dans le sens où ça ressemble à Disneyland parce qu'ils sont bien distingués de Disney. Il n'y a pas du tout le même genre d'attraction, ni au niveau de la structure, ça ressemble pas du tout à Disney au niveau de l'agencement. Mais c'est vrai que c'est tout aussi poussé que Disney, aussi bien dans les mascottes que dans les thèmes, que dans les licences exploitées. Il y a quand même une très grosse variété au niveau des attractions. C'est vrai que comme on a dit, c'est réputé que pour être un parc plutôt familial, mais au final, il y a quand même beaucoup d'attractions, associations fortes, et même ces attractions familiales, comme encore une fois, elles sont bien thématisées, du coup on prend plaisir à les faire. Le parc est bien agencé, il n'y a aucun moment on a l'impression d'être perdu, pourtant c'est pas forcément instinctif comme à Disney où vous savez c'est un peu en cercle comme ça. Là, je sais pas, c'est fait d'une manière où t'as pas l'impression de tourner en rond, mais t'as pas l'impression non plus de te perdre, t'as pas trop l'impression de passer plusieurs fois au même endroit, enfin c'est vraiment bien foutu. Autre point positif, c'est que pratiquement tous les employés parlent français, parce qu'on a oublié de préciser, mais Plopsaland c'est dans la partie pas française de la Belgique, voilà. Donc vous inquiétez pas, presque tout le monde parle français et au pire il parle anglais. Alors niveau point négatif, je dirais que le gros point négatif c'est le rapport qualité-prix. Alors pas forcément au niveau du prix de l'entrée parce que je trouve qu'une quarantaine d'euros c'est raisonnable pour ce parc, mais surtout au niveau de la bouffe. C'est que c'est quand même très cher. Genre pour le petit-déj on a juste pris un café et genre un croissant on a eu pour presque 9 €. Alors que c'est pas incroyable quoi, au niveau, enfin de ce qu'on a goûté c'était pas incroyable quoi. Ensuite, deuxième gros point négatif qui est vraiment pas négligeable, c'est qu'on n'a pas d'informations au niveau des temps d'attente. Alors il y a bien l'application, mais du coup, de ce qu'on a vu, après peut-être que mon portable ne réceptionne pas bien la Wi-Fi, je n'ai pas vu de Wi-Fi. Donc j'étais incapable de regarder l'application et il n'y a pas de panneau des temps, que ce soit dans le parc ou à l'entrée des attractions. Donc il n'y a pas vraiment de moyen de savoir si tu feras la queue. Alors nous, comme on connaît un peu comment marchent les parcs et tout ça, on arrive instinctivement à deviner quand est-ce qu'on va poireauter ou quand est-ce que ça va aller. Mais pour une personne lambda qui n'est pas spécialement habituée au parc, c'est pas spécialement indiqué. Ensuite, point négatif qui va un petit peu avec les temps d'attente, c'est que le rendement ou le flux, enfin je sais plus comment on appelle ça, mais en gros le taux de visiteurs à la minute quoi, est pas très optimisé. C'est-à-dire qu'on va attendre longtemps parce qu'il y a souvent un seul train par attraction, voire 2 grand maximum. Il y a souvent un seul opérateur qui fait lui-même toutes les vérifications. Donc quand il y a du monde, on peut attendre longtemps, je pense. Après, petit détail, bon je sais pas, jamais c'est un énorme point négatif, mais il n'y a pas vraiment d'espace, on va dire, boisé ou un peu genre de verdure pour se poser. C'est que c'est un peu comme à Disney, quoi. Tout est thématisé, tout est goudronné, entre guillemets. Donc il n'y a pas vraiment d'espace naturel. Et c'est vrai que nous, en tant que Français, on n'est pas forcément habitués à ça en général. Ce qui est amusant dans ce parc, c'est qu'on pourrait très vite le reléguer au rang de petit parc familial de faible envergure, sympathique mais pas spécialement marquant, et d'ailleurs c'est pas pour rien si au départ on était plus attiré par Walibi. Mais son histoire est vraiment riche et en fait un parc très intéressant pour les fans de parcs à thème. Chaque attraction ou presque a une histoire bien spécifique et c'est sympa d'imaginer comment était le parc à l'époque de Melly Park. Plopsaland n'a vraiment pas oublié d'où il vient, ce qui rend le parc beaucoup plus riche que ce qui laisse présager quand on regarde juste sur le site. C'était la face cachée des parcs, à la prochaine!